Alors donc nous avons reçu pas mal de questions qui vont un peu dans toutes les directions. Donc on va les aborder au fur et à mesure de notre échange. Donc merci beaucoup à toutes les questions que nous avons déjà reçues. Alors une première pour débuter soft en quelque sorte. Une première donc de Élise à propos de Mario Beauregard, des travaux de Mario Beauregard au Canada, et donc notamment des recherches particulièrement qu'il a menées sur le pouvoir de la prière. Est-ce que vous les avez eu l'occasion au sein de l'IMI de le recevoir? Que pouvez-vous nous dire tous les deux de cet axe de recherche de Mario concernant la prière, l'intention canalisée par la prière en quelque sorte? Mais Mario, vas-y, Eric, vas-y. Mario sur Mario ou Eric sur Mario? Mario sur Mario d'abord. Oui, oui, parce que c'est trop tautologique. Oui. Non, malheureusement, on n'a pas pour l'instant reçu. Moi-même, je n'ai pas rencontré Mario Beauregard et j'aimerais bien. Enfin voilà, c'est intéressant, à découvrir. C'est un personnage, c'est avec certains bagages scientifiques, une pensée. Donc c'est intéressant à rencontrer. Bien sûr, c'est la question qui nous préoccupe aussi depuis un certain temps. Enfin tous les chercheurs qui s'intéressent à ces phénomènes de bio-PK, c'est la prière ou d'autres approches, comme la méditation ou autres approches, l'intention tout simple. Comment fait-il que ça peut affecter, par exemple, des personnes dans une clinique à 200 km qui souffrent, je ne sais pas, d'ulcères ou d'asthme, même quand ils sont aveugles par rapport à ça. Il y a une expression que vous avez utilisée qui me semble très intéressante pour qualifier ces différentes voies ou ces chemins ou ces techniques, c'est la notion de stratégie gagnante. C'est-à-dire quelle est en quelque sorte la bonne combinaison ou les bonnes techniques. Bon, on voit qu'il y a une diversité de techniques possibles et simultanément, on se rend bien compte que tout n'est pas véhicule de stratégie gagnante et c'est uniquement certaines d'entre elles. Donc effectivement, on peut comprendre que cela fasse l'objet d'études spécifiques pour bien être certain que certaines soient bien meilleures que d'autres et pourquoi pas qu'on les pratique ou qu'on les transmette. On peut espérer, tout au moins. Après, il faut aussi essayer de faire la différence entre celui qui inspire une pratique, et on est tellement fasciné par sa personnalité et par son charisme, qu'on les suit, où on est convaincu tant qu'on ne croit à lui, et comme par miracle, les choses se passent comme il est dit. Mais après, cette personne change, ou disparaît, ou voilà, on trouve qu'en fait, il a abusé, je sais pas quoi, combien de fonds, et du coup, on perd cette fascination, et on perd avec ça aussi la force de faire ces sortes de phénomènes. Donc, ce qui nous intéresse aussi du point de vue, si je peux dire, laboratoire au niveau recherche, c'est quelles sont les pratiques qui restent, qui sont vraiment intrinsèques à nous-mêmes, et qui ne sont pas simplement parce qu'ils étaient pointés par quelqu'un et il y a quelqu'un qui nous a pris dans son aura quelque part, qui nous a mené loin avec son aura. On aimerait savoir si on peut presque comparer les pratiques entre elles et trouver celles qui sont réellement, on peut dire, stratégiques gagnantes ou payantes. Mais bon, je les rends un petit peu trop business là. En simplifiant, je les rends trop business. Mais simplement, je veux alerter vis-à-vis de la possibilité que parfois, il y a les gourous et il y a les messages de gourous. Et ce qui m'intéresse, c'est les messages de gourous et si ça peut être testé et si ça peut être tenir au-delà de l'aura du gourou. Voilà, objectiver le message en l'absence du gourou qui. En tout cas, c'est une question. Je ne dis pas que c'est forcément la bonne voie, mais c'est une question qui se discute si on veut rester dans une approche occidentale qui se veut plus ou moins scientifique et objective. Je ne dis pas que c'est la réponse finale, mais voilà, c'est en tout cas une approche qu'on espère garder pour un certain temps encore. Et Eric, un commentaire supplémentaire. Eric, un commentaire supplémentaire concernant Mario Beauregard, les recherches de Mario. Mario Beauregard.
pour moi, c'est un grand chercheur et c'est un chercheur qui pense en plus. Donc c'est c'est fondamental. Alors, on ne peut pas faire le panel de toutes ses expériences. Il a fait beaucoup de travaux, il travaille beaucoup sur le cerveau, il a fait effectivement des recherches sur le pouvoir de la prière. Il n'est pas le seul, hein. Avant, il y avait des gens comme Larry Dossey, par exemple, qui a fait beaucoup d'études sur le sujet. Je pense que Bernie Siegel aussi a dû le faire. Il y a eu pas mal de gens. Euh, Bernard le, Grant, que tu as mentionné le déjà. Bernard Gratt, bon. Oui. Alors, si vous voulez, globalement, on va dire que effectivement, la prière semble avoir un impact sur l'objet prié, hein, ou l'objet effectivement. Alors ça encore une fois, moi j'aime bien la science, les études scientifiques, mais on le sait depuis des milliers d'années, Oui. tout simplement. Voilà. Et que le problème, alors si on parle de science concernant les études sur la prière, c'est que là, on est dans un domaine où malheureusement, grand nombre de scientifiques, que malheureusement grand nombre de scientifiques ne veulent pas suivre parce que c'est trop teinté justement de spiritualité et religion et ceci, et que c'est déjà bien difficile d'aller dans les domaines de la pensée positive, en plus de la pensée positive à distance, avec une action sur quelque chose, et en plus, s'il y a de la religion derrière tout ça, c'est la catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des expériences, mais pour moi, il n'y en a pas assez, et la raison est celle-là. Et que de Hmm. toute façon, il n'y a pas besoin d'aller chercher les résultats en laboratoire pour savoir que ça marche. Ça, c'est mon point de vue perso, hein. Alors, une autre question. Merci beaucoup de vos réponses à tous deux. Donc, nous sommes là dans cette Je peux seconde ajouter partie. quelque chose par rapport Bien à la sûr, oui. prière, Maxence. Effectivement, je pense que oh, c'est ça. Disons qu'il y a Eric le fait ressortir. Il y a une sorte de un gap, une séparation ou une distance entre, d'un côté, une, une compréhension presque de bon sens, une expérience humaine de quelque chose qui nous arrive tout naturellement, et une compréhension du phénomène de manière qu'aujourd'hui on appelle scientifique. Et notre problème aujourd'hui, et encore une fois ça fait partie des réticences, c'est que beaucoup de monde a intuitivement une sorte d'aperçu de ces phénomènes. Ils ont un oncle qui maîtrisait le feu, ou ils avaient leur papa qui était voilà, qui avait des rêves prémonitoires, et ainsi de suite. Tout le monde, presque, quand il boit deux, trois verres, va avouer que quelque part de leur entourage avait des phénomènes bizarres autour de lui, mais officiellement, trois quarts de ce monde va nier fortement qu'ils ont quelque chose à voir avec ces questions. Professionnellement, je dirais, surtout s'ils sont dans des contextes académiques. Donc, le problème, c'est que effectivement, au début des siècles, on sait, intuitivement, instinctivement, on les voit. Mais la question, c'est comment faire avec le fait qu'aujourd'hui, c'est pas ces bons sens qui tirent les fils du monde. Enfin, quelque part, c'est la science, la technologie, c'est plein de choses qui font que on avance dans une certaine direction. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on veut aller un peu plus loin avec ces questions, à titre personnel, on peut compter sur nos propres expériences et sur voilà nos souvenirs d'un certain qui a fait ça et qui a dit ça. Mais à titre scientifique, donc humain, social et culturel, il faut pousser un petit peu plus loin et tenter de jouer les jeux de science. Voir si on arrive à comprendre, à déchiffrer. Et si on n'arrive pas, eh bien, au moins on a tenté. Et on saura que, voilà, c'est pas du domaine. Mais je pense qu'il faut pousser jusqu'au bout cette logique et voir jusqu'où on peut aller. Pour aller dans votre sens à tous deux, et notamment Mario par rapport à ce que tu viens de dire, on peut tout à fait envisager que c'est justement parce qu'on en a l'expérience intuitive que cela inspire le fait de vouloir faire des expériences scientifiques ou de la recherche scientifique sur ces sujets-là.
C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'indice ou une sorte de présomption de phénomènes nourris à la lumière de ce que nous allons percevoir, qui va nous aiguillonner ou nous mettre dans cette direction-là pour faire des recherches dans cette direction-là. En tout cas, il n'y a pas forcément de scission. Enfin, l'un peut inspirer l'autre en quelque sorte. Et Tout comme à fait, tout cela à se fait. Je ne répète dis pas. depuis la nuit des temps ou depuis des milliers d'années, ben, on continue à vouloir chercher dans cette direction-là parce qu'il y a quelque chose qui est là et qui traverse les générations. Ok, je suis d'accord. C'est simplement que je disais que la question c'est après où est-ce qu'on s'arrête? On se contente de dire mais on le sait déjà que ça existe, ou est-ce qu'on tente d'aller un peu plus loin et d'essayer de comprendre les pourquoi et les comment? Oui. Alors j'ai une question de Catherine nous reparle des plantes ou justement qui nous parle d'autre chose que des plantes. Donc la question est la suivante. Vous nous avez parlé tous deux de notre capacité à interagir avec les plantes. Euh, Inversement, les plantes peuvent-elles agir sur nous? En tout cas, en tant que plantes vivantes cultivées, sont-elles à même d'agir sur nous? Y aurait-il des expériences en la matière? Et autre aspect, les pierres ont-elles été exclues des recherches? Sont-elles moins participatives, un peu plus statiques? Y a-t-il eu des expériences avec le minéral? Eric, tu veux le Alors, tenter? sur les plantes, je peux dire un mot, c'est que je vais être un peu plus dans le spirituel là que dans le scientifique. C'est si vous entrez en interaction vous avec une plante, euh, je vois pas comment la plante elle-même ne peut pas être en interaction avec vous. Vous voyez, c'est si l'objet de votre interaction est la plante, eh ben, la plante elle interagit avec vous. Si l'objet de votre focalisation, de votre attention, de votre concentration est une pierre, un minéral, eh ben, le minéral va interagir avec vous à l'intérieur. Je pense que c'est quelque chose que toutes les traditions spirituelles disent. Donc maintenant, ça c'est sur un concept. On sait, c'est un secret pour personne que les plantes peuvent aider à aller mieux. Il y a bien sûr les plantes dont le système biochimique permet de respirer un air meilleur, mais c'est pas de ça dont je parle. C'est sûr qu'un environnement de plantes est pour certaines personnes plus bénéfique qu'un environnement de terre séchée. Bon, mais au-delà de ça, après c'est à chacun à savoir si est-ce que les plantes ont une sorte de conscience globale qui interagit directement avec nous. Ça, on rentre dans, dans les croyances personnelles et peut-être l'expérience personnelle. Il y a des gens qui vont, enfin moi je le fais de temps en temps, s'adosser ou prendre un arbre, parler aux arbres et ressentent en eux profondément l'interaction. Ils disent les arbres me parlent. Alors, si on dit ça à n'importe qui, ça va pas. Mais oui, il y a quelque chose qui parle en soi, qui vient de l'arbre, mais pas, Il pas y a un échange forcément d'informations, du un échange un d'informations, échange justement. d'informations, mais pas forcément consciemment de l'arbre, mais c'est dans le noyau de l'interaction que ça se passe. Vous voyez ce que, en fait, tu vois, Maxence, ce que je veux dire, c'est vraiment à l'intérieur de soi, enfin, à l'intérieur de soi que tout se passe. Il y a une sorte de connexion. Voilà, Et et puis, de ressenti qui va se dérouler en se alors, mettant dans l'écoute et dans l'accueil en quelque voilà. sorte. C'est bien Alors ça. après, bon, juste une question, sur un plan scientifique en laboratoire, c'est plus facile d'avoir le résultat que la pensée peut avoir sur les plantes que sur un minéral. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas forcément encore les appareils, si on en a, mais enfin, ça met en œuvre quand même des appareils extrêmement sophistiqués pour voir les réactions de tel ou tel minéral à la prière ou à la pensée. Bon, ça se fait plus facilement avec du quartz ou des minéraux réputés pour
garder, Oui. garder ou emmagasiner et de l'énergie et de l'information et ceci et cela. Mais enfin, disons que là, on est dans un domaine où Oui, peut-être deux choses qu'on voilà. peut préciser sur les pierres, scientifiquement parlant, dans le contexte de notre échange et de cette question. Parce que tout d'abord, euh, en gros, ça devrait être affiné bien sûr, mais tout d'abord, on a quand même une idée assez précise des propriétés physiques que vont avoir les pierres, leur résistance à la chaleur, leur conductivité électrique, la façon dont elles vont réagir à des pressions extérieures, qu'elles soient faibles ou qu'elles soient fortes. On a vraiment comme ça beaucoup de paramètres que l'on va connaître, toutes sortes de pierres considérées. Et simultanément, si on fait le lien avec les générateurs numériques aléatoires, qu'est-ce qui se passe, en tout cas pour une certaine catégorie d'entre eux, pour une famille de générateurs numériques aléatoires, nous sommes avec des décompositions d'éléments chimiques, et ces décompositions d'éléments chimiques liés à des éléments radioactifs, on est entre guillemets avec des micro-pierres, on est avec des micro-minéraux qui sont en train de se décomposer. Donc, en tout cas, la relation avec le minéral va être présente notamment avec certains dispositifs de micro-PK. Plus ou Mario? moins, Ouais. à peu D'accord, près. À peu près. d'accord. Eric, une question de Guy sur la question, sur cette fameuse eau lustrale dont tu nous as parlé un peu plus tôt dans l'émission. Euh, c'est comme s'il y avait peut-être quelque chose qui serait peut-être à reformuler à propos de celle-ci. Pourquoi s'appelle-t-elle eau lustrale? Tu nous as raconté un petit peu comment la faire par nous-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres usages autour de cette eau lustrale? Alors, l'eau lustrale, bon, j'ai pas le dictionnaire en tête, d'où ça vient. En fait, ça vient du terme purification, et c'est dans beaucoup de traditions, c'est l'eau qui purifie, c'est l'eau chez les Celtes, c'est l'eau qui guérit, chez les catholiques, c'est l'eau bénite. Hein. L'Ulstra, c'est une eau magique aussi utilisée par les chez les Celtes et plein d'autres civilisations, donc ils ont des autres mots. Enfin, le mot en français le plus connu, c'est lustral, qui consiste simplement, c'est l'eau bénite. Il y a une technique, vous mettez de l'eau dans un verre, vous prenez à la main gauche et vous chauffez à distance le verre, vous voyez, un certain temps, et normalement, vous avez une eau, on va dire, entre guillemets, magnétisée, dépendant de l'intention que vous avez mis dans l'eau, elle sera magnétisée positivement pour ceci ou pour cela, voilà. Ça, en gros, et si vous, et c'est un peu fait, c'est l'eau bénite, hein, par exemple, beaucoup de prêtres, dans beaucoup de traditions, font de l'eau bénite de cette façon-là. C'est un terme générique, si vous voulez. Mais donc c'était au sujet de l'expérience des grains d'orge, et c'est vrai que vous pouvez faire ça, arroser deux pots ou trois pots de plantes avec une eau que vous avez préalablement magnétisée, c'est-à-dire simplement mettre l'intention, Oui. sentir la chaleur qui sort de la main. Ça, tout le monde peut le faire avec plus ou moins de bonheur. Mm. Euh, Cette Évidemment, idée hein, voilà, c'est tout. d'informer l'eau. Voilà, on informe l'eau, c'est ça l'eau lustrale. En gros, c'est l'eau bénite avec une information de guérison et de purification. Voilà, qu'on va informer avec une certaine intention de l'ordre de la guérison ou de la purification. Et puisqu'on parle de l'eau, c'est vrai que rappelons une évidence, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas encore assez su, c'est qu'on parle souvent qu'on a 60-70% d'eau dans le corps, 75%, 80%. Mais en fait, simplement par rapport à euh, si on raisonne d'un point de vue du nombre de molécules qui nous composent en termes de substances présentes en nous, nous sommes composés à 99,6% de molécules d'eau. Donc nous sommes vraiment, nous aussi, des grands verres d'eau avec une peau qui fait office de frontière autour de nous. Et donc cette intention qu'on peut avoir sur un verre d'eau, on peut tout à fait l'avoir sur nous-mêmes ou sur des proches ou aussi sur des plantes. C'est-à-dire que l'eau étant présente partout autour de nous, donc et en nous, on peut tout à fait envisager de faire de l'eau lustrale sur soi-même, sur nous-mêmes et sur nos proches. Oui, et parenthèse,
il faut savoir que scientifiquement, c'est démontrable. Là, pour le coup, sur l'eau, comme vous savez, l'eau, c'est H2O, donc vous avez H, une molécule D'hydrogène. d'hydrogène, et deux molécules d'oxygène. Voilà. Le Donc ça, quiz du ça, ça soir. fait un peu une molécule d'eau, c'est un peu comme une tête de Mickey. Vous voyez, voilà. En gros, c'est deux petites oreilles. Et dans un verre d'eau, dans de l'eau normale, toutes les molécules sont mélangées dans tous les sens. Les oreilles en bas, en droite, elles sont un peu mélangées. Lorsque vous influencez l'eau, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les molécules s'alignent, les oreilles toutes dans le même sens, comme dans un courant électrique. Et là, c'est pas un courant électrique, c'est un. Enfin, peut-être qu'il y a de l'électricité qui passe, mais un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ou dans des Voilà. chorégraphies de masse en Chine ou en Voilà. Corée du Nord. Voilà, elles font les molécules d'eau, H2O font, les petits Mickey font du Qigong ensemble, C'est etc. ça. Lorsque vous la magnétisez. Ça se voit scientifiquement au microscope électronique. Et Alors puis c'est justement, d'ailleurs l'un des trucs de Benveniste aussi. Hein. c'est ça. Ah, Mais donc, nous ne sommes pas forcément en train de nous éloigner de notre sujet, puisque on parle bien de biopsychokinèse, l'eau étant presque la substance première support de la vie dans les systèmes vivants, et chez les plantes, en nous bien entendu. Est-ce que cette eau, Mario, en tant qu'élément chimique, a été envisagée comme hypothèse d'influence, d'action de véhicules de l'effet biopsychokinèse? Est-ce que la littérature scientifique du sujet a envisagé cette direction-là? Il y a eu quelques études dans ce sens-là par Douglas Dean, par Stephen Schwartz, par trois, quatre chercheurs. Je dirais pas suffisamment, mais effectivement un petit peu dans le sens que Eric l'a décrit. On trouvait qu'il y a un changement au niveau structure moléculaire dans l'eau qui était suffisamment important pour se poser des questions, tout au moins, si l'effet n'est pas euh, véhiculé par ces changements de l'eau. Notamment, par exemple, dans les expériences de Bernard Grad, c'était là les débuts, où on a arrosé l'eau avec, excusez-moi, on a arrosé les plantes avec les graines avec cette eau lustrale. Il y a eu une analyse de l'eau et on a trouvé effectivement que c'était affecté. Il y avait quelque chose qui était différent de l'eau non traitée. Par la suite, il y a eu d'autres études, donc effectivement par Douglas Dean et Stephen Schwartz, tous les deux séparément, avec des systèmes un petit peu plus sophistiqués et avec des contrôles plus systématiques. Et ils ont confirmé cette chose que l'eau était changée par, on peut dire, l'imposition des mains, enfin, cet geste qu'on fait aussi quand on bénit l'eau. Maintenant, au-delà de cela, il n'y a pas eu suffisamment de recherche pour dire dans toute guérison, il y a ce support, ou dans tout effet bio-PK. Mais comme tu dis, Maxence, ça semble plausible qu'en tout cas, l'eau est un des véhicules vu son importance dans notre corps. Et pour peut-être terminer là-dessus, en tout cas apporter encore une précision complémentaire, on a parlé du quantique à un moment donné dans l'émission, mais il y a une discipline qui existe là-dessus et qui fait le lien, ou qui en tout cas est un domaine de lien entre l'eau, le quantique et notamment les points que vous abordez l'un comme l'autre par rapport aux investigations scientifiques qui ont observé des modifications dans la structure de l'eau, c'est la chimie quantique. La chimie quantique en tant que domaine scientifique, en tant que discipline, ce n'est pas la physique quantique, c'est la chimie quantique. Qu'est-ce qui se passe dans l'infiniment petit? Qu'est-ce qui se passe dans la façon dont les électrons vont plus ou moins s'éloigner du noyau et dont la molécule elle-même va bouger un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on reste avec la même composition chimique, mais il y a des paramètres très fins, très subtils de configuration, de reconfiguration de l'atome en lui-même et des molécules les unes avec les autres, et c'est ça qui va être étudié par la chimie quantique en
complément de ce que la physique quantique peut nous apprendre, elle, de son côté. Alors, nous avons été sur les molécules, les atomes, et nous avons quelques questions sur ces aspects-là, au sens où on nous le dit, Père Hank, par exemple, nous parle de notre approche qui, jusqu'ici, est purement matérialiste, ou Nathalie qui nous parle par rapport au psy, et qui cite notamment Mario par rapport à une troisième classe de phénomènes qui est indépendante d'un psy réceptif ou projectif, et qui serait celui d'une survivance de la psyché après la mort, on va dire donc des entités, des esprits qui peuvent exister en parallèle à la matière. Voilà, c'est un petit peu le sens des questions de Père Hank sur les entités, les divinités, les mondes parallèles qui existent à côté de notre approche matérialiste, et Nathalie, et qui nous rappelle ce que vous avez pu dire, Mario, sur le sujet. Donc, l'esprit hors du corps, ou l'esprit au-delà du corps, ou à côté du corps, ou après le corps, ou à côté de la matière, quid? Qu'en est-il? Ok. Alors, je peux pas répondre à cette question. Est-ce que c'est même pas une question, c'est une affirmation que notre approche est purement matérialiste. Donc, bon, je sais pas quoi faire avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, pour répondre à Nathalie, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'esprit depuis le début, quand même. Oui, j'ai l'impression qu'on parle pas des choses purement matérialistes. En tout cas, bien qu'on tente de respecter la science, on respecte la méthodologie de la science, mais pas forcément toutes les affirmations ontologiques. Maintenant, par rapport à la question de l'après-vie, parce que ça, c'est effectivement, c'est le troisième domaine que la parapsychologie a tenté d'aborder. En fait, elle est née de phénomènes qui semblent toucher la question de la survie après la mort. Disons que c'est la recherche la plus difficile, si je peux dire, à trouver sa place aujourd'hui, mais en même temps, c'est aussi, en quelque sorte, pour beaucoup de monde, parmi les plus pertinentes. Parce qu'évidemment, on est tous concernés par la question, est-ce qu'il est quelque chose qui reste après le décès? Toutefois, il y a pas mal on peut dire, d'obstacles et socioculturels et scientifiques à faire une recherche approfondie dans cette question. Et au niveau socioculturel, il y a bien sûr cette question que ça rentre tellement proche, c'est tellement rapproché à toutes les traditions religieuses de toute notre histoire humaine, que évidemment ça fait sauter au plafond, surtout en France, qui a une large partie de l'intelligentsia athée, ça touche des parties trop sensibles en quelque sorte. Donc ça rend un peu difficile de faire tranquillement la recherche là-dessus. Déjà on a du mal avec la télépathie, quand on commence à parler des esprits désincarnés, ça devient un peu trop. L'autre côté, c'est que effectivement, quand on parle des esprits désincarnés, il y a des hypothèses alternatives qui rentrent tout de suite dans l'histoire. Si je vais visiter un médium et il me raconte quelque chose de très juste, que même moi, je ne le connaissais pas avant, par rapport à un grand-père que j'ai à peine connu, mais qu'elle me raconte quelque chose hyper précis par rapport à lui, que par la suite, j'arrive à confirmer à un moment donné, et je suis époustouflé, et ça semble qu'elle était donc en contact, comme elle le prétend, avec mon grand-père. Qu'est-ce qui m'empêche de penser que c'était pas la clairvoyance? C'est-à-dire un accès à des données qui existent historiquement et que peut-être elle a pu lire directement. Qu'est-ce qui m'empêche de penser que c'était pas la précognition? Parce qu'à un moment donné, je vais aller vérifier ces dires, et peut-être, en fait, elle a puisé sur cette information future et c'est à partir de là, c'est un peu, disons que c'est compliqué. On a on en a main plein déjà avec les psys du vivant. Donc, je pense, et pour des raisons un peu politico-culturelles, et pour des raisons tout simplement pratiques, scientifiques, on a du mal à se mettre directement à nouveau sur ces sujets. Ceci dit, il y a des travaux formidables qui sont faits
avec les NDE dans les cliniques, dans les hôpitaux. Il y a les travaux de Stevenson sur les enfants qui ont des souvenirs de vie passée. Il y a certaines pistes qui montrent que la question est loin d'être enterrée. Et Eric, en complément à cette réflexion de Mario, puisque rappelons-le, vous connaissez par exemple, tu connais depuis longtemps Raymond Moody, tu l'as rencontré dès 1978 à l'issue de son premier ouvrage et notamment tu nous as sur la question de la NDE notamment dans la revue Orbs, on a eu un long texte, un long format où tu nous as retracé 35 années du phénomène et de la façon dont des éléments du puzzle se sont rassemblés les uns avec les autres au fil du temps. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Bah pour compléter je vais pas raconter ce que tu racontes déjà par ailleurs, donc je te laisse dire, je te laisse faire. C'est pas la réponse de Mario, oui, bien sûr, et les questions que se posent les gens, si vous voulez, le problème est que on a dit que ce soir on parlait de BioPK. Donc, le meilleur moyen d'en parler, c'est de parler de la science autour de la BioPK, donner des exemples de ce que notre monde de tous les jours fait. Après, bien sûr, j'ai fait quelques incursions dans la spiritualité ou le choix de chacun ou la tradition en disant c'est pas parce qu'il y a la science qui dit que voilà, c'est pas par. Tout à l'heure, on parlait de la prière. Je dis c'est pas parce que la science officielle n'a pas prouvé que la prière marchait qu'elle ne marche pas. S'il y a quelque chose qui est bien commun dans toute l'humanité, c'est une des choses communes de l'humanité, c'est quand même la prière. Et on sait depuis l'aube de l'humanité que ça marche. Donc là, on n'est pas dans le domaine du rationalisme et de la science uniquement, hein, et on dépasse ça. C'est que le sujet, c'est important de dire bon, il y a tout un domaine de recherche que les gens connaissent peu, dont on a peur en France, dont on parle pas, où les gens se moquent, enfin un petit peu moins maintenant, etc. Et quant à la N2, bien sûr, les esprits et tout ça, il va de soi que pareil, depuis le début de l'humanité, les humains croient qu'il y a d'autres mondes où l'esprit survit, qu'il y a d'autres dimensions. Parfois, dans certaines civilisations, ils utilisent le terme dimension différente plutôt qu'au-delà. Que rien n'interdit aujourd'hui aux astrophysiciens de penser que notre univers est fait de plusieurs dimensions différentes, que notre univers est un millefeuille de dimensions, et que, bien sûr, depuis l'aube de l'humanité, on a des histoires de retour de l'au-delà, de fantômes, d'esprits, de relations avec les esprits. Et je veux dire, pour moi, c'est un peu... Alors, dans l'histoire, moi, je suis un musicien. Donc, artiste. Et dans ma vie, je vais faire prédominer, on va dire, l'intuition, le côté artistique, la création, etc. Pour faire le pendant à ce côté-là, j'ai besoin d'avoir une base solide sur laquelle j'ai mes références sur ce monde-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ma position. J'ai toujours fait comme ça. D'un côté, l'art où je me permets tout ce que je veux en création, et de l'autre côté, la vie où j'ai de bons repères sur nos trois dimensions, plus une de temps, d'aujourd'hui. C'est un espèce d'équilibre. Vous savez, quand on parle de l'équilibre cerveau droit, cerveau gauche, pour moi, c'est important de ne pas être que dans l'un ou que dans l'autre. Et quand on est bien sur la voie du milieu, on va dire, traditionnelle ou de Jung, mais quand on est dans la voie du milieu et qu'on regarde large, eh ben, on voit au fur et à mesure que le temps passe de plus en plus large. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Donc, Un peu, un peu. pour moi, il ne fait aucun doute, d'ailleurs, si vous avez lu Psy, vous le savez, ça fait aucun doute que bien sûr, il y a des esprits, des mondes avec des esprits. Euh, Tu parles Moi, notamment j'ai pas de problème, enfin, comme tu sais, j'ai pas de problème avec d'autres types de réalités. Je veux dire, ma chance, c'est d'être musicien. Donc forcément, j'ai pas aucun problème avec ça. Les extraterrestres, les fantômes, tout, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important pour moi, c'est de dire bon, scientifiquement, enfin, avec les outils de compréhension qu'on a, et en plus notre cerveau qui résonne en binaire tout le temps, hein. Hmm. Il Et faut on peut faire même avec, hein. rajouter un paramètre qui est le langage, hein, puisqu'en fait, ces phénomènes-là, en fonction des cultures, ils vont avoir des noms différents. Comme tu disais, dans certains cas, on va parler d'au-delà, dans certains contextes, on va parler d'au-delà, dans d'autres contextes, on va parler de dimension, et de la même façon, dans certains contextes, on va parler d'extraterrestres, alors que dans d'autres contextes, on va parler d'êtres magiques, par exemple, ou d'êtres particuliers. Voilà un petit peu Tout à pour fait. le cadre méthodologique, ou en tout cas science ouverte, dans lequel on peut interpréter ou catégoriser ou ne pas catégoriser justement les phénomènes, tout en étant très très vigilant par rapport aux mots qui vont être employés pour les qualifier, Employé. et voilà. Et comme tu sais, quand on est journaliste, il faut faire très attention à utiliser les bons mots pour les bonnes choses. Et ce que fait Mario tout le temps. Je suis Enfin, pas journaliste. mais non, en tant que chercheur, tu dois Oui, toujours placer évidemment, dans le cadre de ta évidemment. recherche la bonne chose avec le bon mot et le mot le plus adapté. Et c'est pas toujours facile. Alors, je nous arrête dans ces directions-là parce que le temps tourne et il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé. On a des questions qui vont dans ce sens-là. C'est, on pourrait dire, les recherches d'aujourd'hui par rapport à la biopsychokinèse ou les recherches d'aujourd'hui par rapport à à la parapsychologie scientifique, parce qu'on a évoqué des recherches liées au passé, d'il y a un siècle ou plus d'un siècle ou d'il y a 50 ans, mais qu'en est-il aujourd'hui par exemple, en matière de biopsychokinèse, euh, êtes-vous, avez-vous connaissance de programmes de recherche qui ont lieu actuellement dans certains pays? Êtes-vous au courant de programmes de recherche, par exemple, menés dans des contextes militaires? Est-ce de quoi sont faites les tendances là actuellement en matière de recherche parapsychologique, notamment en matière de psychokinèse et de biopsychokinèse? Alors, une de trends, des tendances qui existent et qui se développent en Europe aussi, c'est un mot qui est un peu compliqué, Direct Mental Interactions Between Living Systems, DMILS. C'est un autre mot, encore précision des mots, qui est donné à la biopsychokinèse, cette fois-ci avec une certaine précaution, une prudence, de ne pas attribuer forcément une posture causale d'un agent vers un récepteur. Donc je m'explique un petit peu. Ça s'est commencé dans les années aussi 70, mais là je parle d'expériences qui sont d'actualité aussi. C'est quand on met une personne qui est, disons, l'agent de la personne qui va essayer d'influencer une autre personne. Donc l'agent est dans une pièce, l'autre personne dans une autre pièce, connectée à un système de détection de conductivité de la peau. Ça mesure essentiellement l'humidité de la peau et donc qui est un bon indicateur de stress ou de calme. Et la personne qui est le percipient, le récepteur, est simplement en train de se reposer, on peut dire, tandis que l'émetteur ou celui qui est l'influenceur, à des moments désignés aléatoirement par un ordinateur, il est en train de soit essayer d'influencer l'autre personne, par exemple de le stimuler, de l'exciter à distance, soit il est en train de le calmer à distance, soit de le laisser tranquille, enfin, de ne pas faire, de rien faire, de lire un livre, autre chose. Donc, c'est des alternations, ils alternent entre des moments
on peut dire, de stimulation, de calme et de neutralité. Et ce qu'on fait tout au long, c'est qu'on observe la conductivité de la peau, hein, c'est ça qui bien sûr qu'on va faire. À la suite de cette session d'une demi-heure, on va faire la relation entre les moments d'influence, on peut dire stimulante, apaisante ou neutre. Et on fait la corrélation entre les consignes d'un côté sur l'émetteur et l'activité de la peau de l'autre, l'humidité de la peau. Et ce qu'on constate, donc ça c'est un nombre assez important d'expériences, de ces expériences de l'influence directe mentale d'une personne sur l'autre, ce qu'on constate, c'est effectivement il y a une corrélation entre l'intention et l'activité corporelle de l'autre personne. Simplement que là, on a qualifié ça parce que comme il s'agit de deux personnes, il se peut que l'influence n'est pas autant une influence psychokinétique qu'une sorte de message télépathique qui est envoyé, qui dit au récepteur « calme-toi ». Et le récepteur se calme versus « excite-toi ». Donc, mais mis à part cette petite qualificative qu'il faut que j'introduise, il faut dire que cette expérience maintenant a pris de l'ampleur et il y a pas mal il y a des méta-analyses, il y a pas mal d'expériences qui généralement vont dans cette direction. Pour donner un exemple différent, on met un individu de se concentrer sur une tâche spécifique. De se concentrer, par exemple, de se concentrer sur une bougie, tout simplement. Et de signaler avec un microcapteur le moment qu'il remarque que son attention est distrait, qu'il a pensé à autre chose. Tout d'un coup, il se rend compte qu'il s'est distrait, il clique sur le micro-interrupteur et il revient à sa tâche. Et donc, ça continue pendant une demi-heure, il est concentré sur la bougie, de temps en temps, il se déconcentre, de temps en temps, on peut voir, concentré. En tout cas, il n'a pas appuyé sur l'interrupteur. Entre-temps, il y a une autre personne à distance qui tente soit d'aider la personne de se concentrer, mentalement, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire ça, mais on sait qu'il est simplement en train d'être un soutien, on peut dire mental à distance, ou de le distraire. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ça c'est pas une expérience, c'est des dizaines d'expériences, on constate que celui qui tente de se concentrer, en quelque sorte, est lié à l'autre parce que son concentration est partiellement affectée par l'intention de l'autre. Donc, ces expériences sont d'actualité et ils sont faits en Allemagne, ils sont faits en Angleterre, aux États-Unis, et ça, encore une fois, ça pointe vers notre intimité quelque part, les uns avec les autres. Bien sûr. La façon dont nous sommes intriqués ou reliés les uns avec les autres, que nous le sachions ou pas. Tout à fait. Et ça les montre parce qu'on ajoute un élément d'intention dans l'histoire, et comme ça on peut distinguer les différents moments. C'est ça, on peut dire, c'est pas grand-chose, c'est un petit apport de la science, c'est simplement de dire, introduisons une méthodologie pour essayer d'être certain qu'il y a effectivement une relation entre ces moments d'intention et les résultats chez l'autre. Est-ce qu'il y a des expériences, ou en tout cas des axes d'expérience, de recherche qui sont menés par des sociétés privées, par des grandes entreprises? On peut parler éventuellement du complexe militaro-industriel, mais en tout cas simplement de grandes sociétés liées à l'électronique ou éventuellement liées au réseau, à Internet. On pourrait, par exemple, Google, dans ses projets un peu innovants, a-t-il émis, est-ce qu'il y a des communiqués réguliers de Google sur des innovations, des axes de recherche, on pourrait dire des technologies de rupture, telles que l'expression est utilisée en général? Ont-ils un petit groupe là qui bosse en direction de la parapsychologie et plus particulièrement de tout ce qui est psychokinèse? Alors, disons que là, comme on est concentré sur la biopsychokinèse et pas sur sur les réseaux informatiques, ainsi de suite, je pense que logiquement, ça rentre pas autant dans ce cadre-là. Mais ce que je peux dire, c'est que certaines personnes qui sont devenues, surtout jeunes, mais
certaines personnes qui sont devenues très riches, très vite, en Californie par exemple, en Silicon Valley, etc. Euh, Certains parmi eux sont très intéressés par ces questions, suffisamment pour essayer de discrètement relancer des programmes de recherche qui abordent certaines de ces questions. Je ne dirais pas forcément accès à la biopsychokinèse, mais oui, accès vers la psychokinèse sur des événements très subtils, et notamment quand on rentre dans la question de la mécanique quantique, ça les intéresse particulièrement parce que, comme vous savez, il y a une technologie émergente, qui est par exemple les ordinateurs quantiques qui vont arriver. Bon, il y a pas mal de problèmes à résoudre entre-temps, mais ils vont être en train de se baser sur des systèmes qui sont à la frontière avec le monde quantique qui est probabiliste de nature. Et donc, qui est potentiellement, si les parapsychologues ont raison, sont susceptibles à des influences subtiles, comme on influence des générateurs numériques aléatoires. Oui, Donc, par rapport au fait que nous sommes reliés, par rapport, bon, et par rapport au fait que nous sommes, donc il y a un enchevêtrement entre les connexions entre les êtres, enfin ça c'est un des aspects en tout cas. oui, et généralement, bien sûr, vous avez probablement vu cet article qui est apparu il y a quelques mois sur la télépathie artificielle, enfin la télépathie, c'était pas la télépathie, évidemment, c'était une sorte de gadget journalistique d'appeler ça télépathie, mais c'était une manière d'attirer l'attention que on commence à avoir une telle lecture du cerveau tellement bien détaillée que bientôt on va pouvoir en quelque sorte lire dans les pensées de l'individu et par l'internet peut-être transmettre des messages. Encore une fois, c'est pas la télépathie, mais c'est pour dire simplement que certains mots commencent à revenir, l'influence sur la matière. On est en train de tenter de dupliquer ce qu'on prétend depuis des siècles et des siècles, ceux qui cherchent dans ces domaines, on est en train d'essayer de les dupliquer technologiquement. Donc, il y a un rapprochement technologique avec des supports technologiques, c'est pas les mêmes choses, mais au moins ça rend plus familier et plus abordable ces questions. D'accord. Et Eric, un commentaire complémentaire. Je sais par exemple, si on raisonne au niveau des grandes entreprises, on a notamment la CIA qui a déclassifié quantité de documents il y a quelques années par rapport à des expériences qu'ils ont pu faire. Est-ce que là-dedans, est-ce que dans WikiLeaks par exemple, il y a des données ou des documents liés à des travaux parapsychologiques? Avez-vous entendu parler de ça? J'en sais strictement rien. Non, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. De toute façon, il y a beaucoup de bruit qui court. Non, non. Juste un mot sur les ordinateurs quantiques. Oui, ça c'est un domaine que Apple avait lancé dans enfin, qui est en cours de recherche actuellement, hein, parce que juste l'image, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés avec les ordinateurs, dont les logiciels font n'importe quoi avec certaines personnes, sans qu'elles en soient conscientes, enfin sans qu'elles le veuillent, on va dire, hein, d'accord. Donc et ça, on est juste au niveau informatique, électronique, puces, etc. On sait qu'il y a des personnes qui ont une influence sur leur machine. Parfois, certaines se plaignent quand elles sont en colère ou mal que plus rien ne marche dans leur système électronique. Ça, c'est bien connu. Hein, même par les spécialistes d'ordinateurs qui savent. C'est comme maintenant quelque chose d'acquis. Bon, Oui, ben, on a tous, on a voilà. tous l'anecdote des personnes qui portent des montres à quartz et qui tombent systématiquement en panne, hein. On est dans le même Voilà. ordre, le même Bon, registre d'idées, oui. et les ordinateurs qui font n'importe quoi quand on est déprimé Ou en voilà, pétard. en pétard surtout, ou quand il y a des gros problèmes dans la famille ou avec les amis, etc. Bon, alors, d'autant plus dans le domaine des ordinateurs quantiques, où là donc, on est dans des La systèmes tellement sensibilité, subtils voilà, que la sensibilité à effectivement, l'environnement. alors, je vais pas citer l'organisme exact parce que moi j'ai assisté à un truc absolument extraordinaire et je peux pas malheureusement dire comme ça entre nous, etc., mais pas en public.
il y a des gens qui sont venus faire des recherches sur un lieu sacré, des gens d'un organisme tout à fait officiel, international, mais vraiment quelque chose. Bon. Et il suffisait de faire pour vous donner ce que c'est que l'influence de l'esprit sur la matière. Et sur ce lieu sacré, cet organisme, cette grande société, donc utilisait un gravitomètre. C'est une grosse boîte, c'est assez lourd, c'est assez compliqué à manipuler, qui permet de calculer la gravité d'un lieu pour savoir si à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, jusqu'à je sais pas combien, 8 mètres, il y a des matières différentes pour voir si c'est un lieu archéologique, etc. etc. Alors, j'avais vu donc un technicien venir avec cette machine-là sur ce lieu-là, où j'étais à l'époque, et donc il m'expliquait comment ça marchait, comment au bout de la journée il avait quadrillé tout le terrain, et puis 2 jours après, donc les mêmes gens de cet organisme m'appellent en disant il faudrait qu'on revienne faire les mesures. Vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, je dis, mais pourquoi vous refaites les mesures, ça n'a pas marché? Il dit, c'est parfaitement bien, mais on est obligé, avec ce type d'appareil extrêmement sensible, de faire les mesures par 2 ingénieurs différents, parfois 3, parce que leur seule présence influence le résultat de l'appareil. Sur des gravitomètres. Donc, vous voyez ce que peut être l'influence de l'esprit sur la matière. C'est beaucoup plus, on va dire, connu en tant qu'effet dans des sociétés ou ou les gens qui manipulent des appareils extrêmement précis, qu'on ne veut bien le dire. Tu vois ce que c'est. Ouais, tout à fait, oui. Donc, et après, une fois qu'ils ont fini leur mesure 2 fois avec 2 personnes différentes, ils font les moyennes et ils ont les résultats globaux de ce qu'il y a dans les sous-sols pour les gravitomètres. Mais ça existe aussi pour un tas d'autres appareils, quoi. Donc voilà, quand on arrive aux ordinateurs quantiques, forcément, la grande question est que l'utilisateur, quelle va être la relation entre l'utilisateur et sa machine? Alors, bien sûr, pour poursuivre un peu sur ces questions liées à la sensibilité aux conditions environnementales, à la présence de quelque chose qui va modifier le système, puisqu'on est dans des niveaux extrêmement subtils d'enchevêtrement et puis aussi donc d'influence réciproque. Il y a une question qui me semble assez intéressante de Spartoli sur l'uranium ou d'autres matières pouvant être présentes dans l'environnement. On peut penser aux particules radioactives, on peut penser à d'autres forces ambiantes liées à ça peut être le rayonnement du soleil qui peut être très très fort, l'influence de la lune. On sort d'une lune rouge qui a été un peu caractéristique, en tout cas qui était historique dans sa présence, du silicium également peut-être. Est-ce qu'il y a des influences environnementales, les ondes, par exemple la pollution électromagnétique, qui vont influencer ou diminuer limiter, interférer avec les capacités psy et notamment avec les interactions avec la matière? Est-ce qu'il y a eu des études dans ce sens-là? Il y a eu pas mal d'études corrélationnelles sur le géomagnétisme et les expériences psy, les expériences parapsychologiques, en tout cas les anecdotes, c'est-à-dire les rapports de cas spontanés de télépathie par exemple, ou de rêves prémonitoires, et ainsi que par la suite, ils ont suivi, parce qu'ils ont vu qu'il y a effectivement des relations réelles, enfin pas très fortes, mais il y avait de corrélations qui étaient statistiquement assez significatives, qui montraient qu'un environnement géomagnétiquement calme semble favoriser, en tout cas il y avait une abondance importante d'anecdotes et des cas spontanés pendant les périodes qui sont calmes plutôt que pendant les périodes perturbées, on peut dire, c'est-à-dire très intenses. Oui, géomagnétisme, c'est-à-dire magnétisme terrestre et magnétisme lié au sol qu'on a sous nos pieds, quoi. Voilà. Oui.
Et par la suite, il y a eu des études aussi sur, alors ça, je ne sais pas si je saurais les traduire, local sidereal time. Le temps sidéral local. Merci. Et maintenant, tu peux l'expliquer aussi, Maxence. Un peu. Oui. Donc, vas-y, je t'en prie. c'est l'orientation, en fait, de la Terre vis-à-vis le cosmos, en fait. Vis-à-vis les lignes que ça, les angles des lignes de fuite en quelque sorte ou des perspectives, les lignes imaginaires et les angles de la Terre par rapport à des étoiles distantes. Voilà. Et donc ça c'était un petit peu l'extension de ça parce qu'il y avait certains qui ont James Spottiswoode qui ont trouvé que certains moments, c'est-à-dire c'est pas les tons de la Terre, mais c'est le temps de la rotation vis-à-vis effectivement le centre, on peut dire, de la galaxie, était associé avec des résultats supérieurs dans des tests parapsychologiques. On peut parler effectivement d'alignement interplanétaire ou d'alignement entre différents systèmes solaires qui deviennent donc des facteurs favorables, propices. Oui. Ce n'est pas interplanétaire, c'est réellement vis-à-vis le centre de interstellaire, voilà, interstellaire. Interstellaire, c'est un alignement qui, voilà. Maintenant, ne me demande pas d'expliquer cette corrélation, mais elle était de manière troublante, elle est revenue sur pas mal de bases de données parapsychologiques. Oui, il n'y a pas eu méta-analyse alors là-dessus. Il y a une méta-analyse là-dessus qui est en cours là actuellement, parce que en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont corrélé ces positions qu'on peut retrouver. Hein, il suffit de regarder dans une bonne base de données sur Internet, on retrouve chaque moment de la Terre, on donne les locales et on donne l'heure, et on peut déduire le LST, Local Sidereal Time. Et à partir de là, on peut faire des corrélations avec des bases de données, donc avec des méta-analyses. Et ce qui est troublant, c'est qu'il y a pas mal de corrélations dans ce sens-là, suffisamment pour suggérer qu'il y a quelque chose de réel. C'est peut-être parmi les premiers facteurs physiques qu'après un siècle et demi, on découvre qui semblent liés aux données parapsychologiques. Les premiers facteurs autres que les facteurs psychologiques, d'état de conscience, de volonté, de motivation, d'intention, de croyance, tout ça, si on met tout ça à part, il n'y avait rien jusqu'à maintenant, sauf celui-là qui, ces derniers 10-15 ans, revient dans plusieurs bases de données. Donc, bon, il y a des spéculations, mais je ne vais même pas rentrer dedans pourquoi ça. Mais disons que ça n'a rien à voir avec l'astrologie, et qu'on soit clair là-dessus. C'est strictement quelque chose qui est lié aux données physiques des positionnements de la Terre vis-à-vis du centre de la galaxie. Bien écoutez, merci beaucoup, merci à tous deux, merci aussi à toutes les personnes qui nous ont posé des questions. Il y en a certaines que je n'ai pas posées car elles étaient trop hors sujet par rapport à la conversation que nous avions ce soir. Merci également aux équipes de Blackbox TV qui ont permis que cette soirée ensemble ait pu avoir lieu à la technique. Et donc à bientôt sur Salamandre TV et pour d'autres aventures et d'autres discussions. Merci Eric, merci Mario. Merci à vous, Maxence. Merci Maxence. Eric, merci aussi.